Bien, eh ben, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc, on en est au 6e forum des juges arbitres du vendredi soir. Et à chaque fois, on fait le plein en ce moment. Donc, le thème d'aujourd'hui va traiter de parties de démarrage de rencontres, puisqu'on va parler de tenue, de matériel et d'échauffement des équipes. Donc, deux formateurs vont animer principalement ce forum. Donc, il s'agira de Nikita et Jean-Luc. Donc, je leur donnerai la parole tout de suite après. Et comme d'habitude, on va faire un rapide tour de table en dépassant pas les 10 minutes, de manière à se présenter, puisqu'on a un nouveau parmi nous. Et donc, ça sera l'occasion pour lui de découvrir tous les juges arbitres présents et les formateurs. Bon, alors, je suis Nikita Yonikov, je suis formateur JA3, président de la CRA, vice-président du comité départemental du 06 et je suis au club de Stella Sport. Donc, merci à toi. Donc, Jean-Luc en deuxième. Alors, Jean-Luc Roussel, club de Courthézon dans le Vaucluse. Je suis membre du bureau du club et je suis formateur AR et JA1 et président de la commission d'arbitrage au comité départemental 84. Merci. Michel Vassalo. Donc, je suis président du comité départemental des Alpes-Maritimes. Je suis formateur arbitre et JA1. Je suis au club de Villeneuve-Loubet. Voilà. Alors, merci. Donc, on passe maintenant au juge arbitre présent. Sylvie. Donc, bonjour Sylvie, je suis JA1, JA2. Je suis élue à la Ligue PACA, d'une part comme médecin et d'autre part, je suis en charge de la commission sport santé et je pointe au club de Morières. Donc, merci Sylvie. Alors, on va donner la parole à Gérald qui vient de nous rejoindre. Oui, c'est à toi, Gérald. Est-ce qu'on m'entend? Oui, parfaitement. Oui, bon alors Gérald Martin, président du club de Saint-Raphaël, éducateur JA1, voilà. Et en formation continue avec les arbitres depuis un mois. Voilà. Et merci à toi. Dans l'ordre, moi, de mes petites vignettes, j'ai Marc. Alors, Marc, on ne t'entend pas. T'as pas. Il est au téléphone. Il est au téléphone, donc on lui donnera la parole tout à l'heure. On reprend, donc c'est Denis à côté. Bonsoir à tous, Denis Despo, 25 ans entraîneur et créateur du club avec mon père à Saint-Raphaël. Et maintenant, je suis président du club de Sainte-Maxime depuis 26 ans. Voilà, je suis JA1 et je suis tombé dans le tennis de table. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi. Éric Félon. Voilà, Eric Fellon, JA1, club de l'Île-sur-la-Sorgue, CD 84 aussi. JA1 depuis la saison dernière. Très bien. René. René Boniver, JA1, le trésorier du club de la Valette du Var, et ravi de participer à ces webinaires. Alors, merci. Frédéric, qui nous vient d'assez loin, là. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, Frédéric Berthier, je suis de La Réunion, je suis au club des Aiglons d'Orient, et je suis JA1, JA2, et bon espoir, enfin, je ne sais pas quand, de faire la formation de formateur, arbitre et JA1, quoi, quand je pourrai. En espérant que ça réouvre rapidement, que tu viennes découvrir Bourges, si c'est avec les... Beau port de pêche, beau port de pêche. Ouais. Alors, Laurent. Et bonsoir à tous. Laurent, club de Pernix, club de Cavaillon tennis de table dans le Vaucluse. Et moi, j'ai juste la théorie de GA1 que j'ai passé cette année avec Jean-Luc et Eric.
Ça va venir la pratique. Et oui, on te bichonne, t'inquiète pas. C'est prioritaire dès que ça reprend. Il va être sur Oui, la merci. sellette. Sur la sellette. Donc, je vois que Marc est toujours au téléphone. Bah, tant pis pour lui, on va faire un zap. Et donc, Sylviane n'étant pas là, il ne reste plus que moi, je crois. Donc, pour ma part, donc Eric Bartz, je suis responsable de la formation, enfin de la partie, oui, de la commission formation, mais la branche arbitrage. Martine. Je suis arbitre Depuis que j'ai national arrêté la télé, JA3 et également formateur JA2, JA3. Voilà. Je pense que là, on a fait le tour. J'ai oublié personne. Non, Marc est toujours au Donc, téléphone. Nikita, écoute, c'est à toi pour débuter ce 6e forum. Bien. Alors, on va démarrer tout d'abord par le fait que vous arrivez dans une salle avec tous des JA, donc même celui qui est en théorie, donc il sera JA par la suite. Vous regardez quelle est la première chose d'abord que vous allez voir dans cette salle. Je pose la question, je vais poser la question à Eric. On va prendre dans l'ordre. Quand tu rentres dans une salle, quelle est la première chose que tu regardes? Quoi? La première chose que tu vas voir. Dans une salle? Quand tu rentres dans la salle. Je vais voir le responsable du club qui accueille. Ouais, et après? Après, je lui demande où est-ce que je peux m'installer. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est la table. Parce que je l'ai déjà vu, ça, dans des salles. On s'occupe des tables des joueurs. On ne s'occupe pas toujours bien de la table des juges arbitres. Sachez que la table, pour un juge arbitre, le principal, c'est qu'il voit bien les 2 aires de jeu. Et si par hasard, il a 2 rencontres juges arbitrés, il doit bien voir les 4 aires de jeu. Donc, si par hasard, vous voyez que dans la table que l'on vous a mise, vous voyez mal les aires de jeu, demandez à ce qu'on vous change la table. D'accord? Ouais. Ce n'est pas le club organisateur qui va vous imposer la table, la position de la table, c'est vous. Vous, parce que c'est vous qui devez voir les parties. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est au cas où si la table est mal placée, vous la faites changer de place. C'est pas toujours possible. Pour quelle raison? Moi, j'ai jugé arbitré à Manosque la dernière fois. La table, elle est placée à l'entrée, à l'extérieur de la salle, mais on y va juste pour noter les résultats. Sinon, après, on est dans la salle, mais pas vraiment une table. Et alors, vous ne voyez pas les aires du jeu? Ah ben, je ne reste pas à la table, je suis dans la salle pour regarder les 4 aires de jeu, parce qu'il y avait 2 rencontres. Oui, c'est-à-dire que quand vous revenez à la table, vous loupez tout ce qui peut se passer dans les aires de jeu. C'est vrai. Mais Et s'il y a un incident à ce moment-là, vous faites quoi? Le problème, c'est qu'on ne peut pas installer une table de juge arbitrage dans la salle parce qu'il y a trop de tables déjà. Et je pense qu'il doit y avoir des salles étroites où ça ne doit pas être évident de placer. Est-ce que toutes les tables servent aux rencontres? Il y avait des rencontres départementales en même temps, donc il y avait 2 rencontres de région et des départementales. Ouais, mais ça pose problème parce qu'un jour, vous pouvez tomber sur qu'il y a un gros problème à la table. C'est au moment où vous êtes revenu à la table, vous ne voyez pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Alors, pensez-y à ça. Essayez toujours au maximum à ce que vous soyez placé de manière à avoir les aires de jeu. Parce que, bien sûr que le juge arbitre ne doit pas rester à sa table. Mais il y a des moments où il doit quand même venir rentrer les résultats d'un GIR. Il doit venir pour donner les feuilles de rencontre, les feuilles de partie, tout le monde. Je ne connais pas la salle de Manosque, mais salon, pour ceux qui y sont allés, la salle de salon, elle est très petite aussi. Il y a toujours moyen de mettre la table quelque part. Alors, Nikita, il y a René qui veut poser une question. Non, je voulais intervenir parce que, par exemple, à Toulon,
le GIRP est sur ordinateur et l'ordinateur est dans la salle. Mais bon, c'est vitré, donc on peut quand même voir. Mais de toute façon, moi j'estime qu'un juge arbitre, il va peut-être juste saisir les résultats, mais tout de suite après, il est debout dans la salle à regarder toutes les rencontres. Il ne peut pas rester un quart d'heure à saisir les résultats. Non, il doit être systématiquement dans la salle. D'accord, mais vous êtes censé voir tout le temps les rencontres. Oui. Même quand vous inscrivez. Mais ce qu'on peut faire, c'est saisir les résultats. À travers la vitre, on voit bien. Hein. Oui, à travers la vitre, on voit. Mais ce qu'on peut faire, c'est saisir les résultats au moment où on lance les parties d'après. Donc, il y a la mise en adaptation, ce qui laisse le temps de saisir les résultats précédents. Tout à fait, tu peux toujours trouver un moment pour saisir tes résultats. Deux joueurs peuvent très bien se disputer entre les deux et vous n'aurez rien vu. C'est toujours le risque, ça. C'est pour ça qu'on dit essayez au maximum de mettre votre table de manière à ce que, en général, moi, toutes les salles que j'ai vues jusqu'à maintenant, j'ai toujours pu plus ou moins faire bouger les tables. Hein. Parce que des fois, c'est vrai qu'on avait reluqué dans des coins, sous prétexte de faire de la place pour des tables supplémentaires d'échauffement. Moi, je ne tiens pas compte de ça. Hein. D'accord ? La deuxième chose que vous faites, de suite après, c'est quoi? Vous vous êtes installé à la table, hein, vous avez mis tout votre matériel, vous êtes installé à la table, vous faites quoi la deuxième chose? Alors rapidement, il y a Eric qui précise qu'il faut faire un rapport pour provoquer une visite de la commission de la salle. Ouais, mais ça ne changera rien. Non, mais il faut faire le rapport. Vous faites toujours un rapport en disant que vous êtes mal passé, ça c'est sûr. Ah ben oui. Bon, pour la deuxième partie, je dis... Attends, Nikita, je pense que c'est quand même nécessaire. Là, tu as quand même, là actuellement, là, c'est Laurent Eric, pardon, qui nous dit qu'à Manosque, on ne peut pas installer de table dans la salle. Or, il y a des rencontres, il y a des rencontres de départementales. Donc, la moindre des choses, c'est quand même que cette salle soit habilitée pour le niveau régional. Donc, s'il n'y a aucun juge-arbitre qui remonte un rapport concernant cette impossibilité de mettre une table de juge-arbitre dans la salle, il faut qu'on intervienne. Qui autre que... Alors, on sait qu'au niveau de la PACA, c'est Roselyne qui intervient. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle se déplace et qu'elle aille valider l'aire de jeu avec, évidemment, l'intégration de la table de juge-arbitre. On ne peut pas mettre le juge-arbitre hors de la salle. Je suis d'accord avec toi. Mais vous savez pertinemment que si on devait faire jouer nos rencontres que dans des salles qui sont strictement homologuées et dans les conditions d'homologation, il y a beaucoup de rencontres qui ne se feraient pas. Bon. Là, on parle d'un minimum. Attention, on ne parle pas de quoi que ce soit. Là, tu viens de dire que pour le juge-arbitre, c'est impossible de voir et de prendre des décisions s'il ne voit pas les aires de jeu. Là, on est dans le strict minimum, donc il n'y a pas de conditions particulières. Ils doivent s'arranger à mettre une table de juge-arbitre au niveau d'une visibilité des aires de jeu. Je pense que ça, c'est nécessaire. Là, on nous remonte quand même un cas particulier. Moi, je ne l'avais pas en connaissance, mais je pense que là, il faut la saisir. Vous ne connaissez pas du tout l'histoire de Manos. Oui, il faut saisir ce qu'on vient de nous dire et puis remonter cette histoire. Et trouver une solution. Il doit y avoir une solution, certainement. De toute façon. Je précise quand même qu'à Manosque, la table est à l'extérieur, mais on est devant une baie vitrée. Alors, c'est difficile de voir les 4 aires de jeu. On peut en voir 2, mais c'est vrai qu'on a quand même une vue sur la salle, mais elle est limitée. C'est pas comme si on avait la table dans la salle. Mais comme disait Denis, dès qu'on a rempli GIRP, en général, pendant les 2 minutes pendant les 2 minutes, on est tout de suite dans la salle, quoi. Et après, moi, j'ai pas été gêné par cet état de fait. Je sais pas. Moi, je pense que ça vaut le coup quand même de prévenir Roselyne pour qu'elle aille faire un tour. Hein. Tout à fait. Voilà. Après, la table peut se mettre à l'intérieur, je pense, mais ça va être au détriment de l'espace pour les joueurs, les espaces pour poser les sacs, parce qu'en plus, avec le Covid, on n'a pas accès aux vestiaires, rien du tout. Donc, les joueurs ont tous leurs sacs à l'extérieur des aires de jeu, contre le mur à l'intérieur. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué aussi de rentrer la table. Oui, mais attention, Eric.
Moi, quand je te parle des conditions, je parle dans des conditions normales. Je ne parle pas de Covid. Hein. Oui, mais moi, quand j'ai arbitré, il y avait le Covid. J'espère qu'on ne va pas tout le temps jouer avec le Covid. Oui, mais tout le bord du terrain, tout le bord du gymnase était pris par les joueurs qui avaient posé leur sac, ou il y avait quelques spectateurs. Et du coup, je pense que peut-être que la table était là auparavant. Mais là, avec le fait que les vestiaires étaient fermés, bah, il y a beaucoup plus de monde qui se met tout autour. Oui, mais ce qui me surprend, c'est qu'avec le Covid, vous avez eu droit à faire deux compétitions, deux rencontres de régionales, plus du départemental. Hein. Parce que les normes du Covid, ce n'était pas 30 personnes. Hein. Donc là aussi... il n'y avait pas de limitation. Après, je ne sais pas le protocole qu'avait signé le responsable du club avec sa mairie et sa préfecture, mais on pouvait jouer à plus. Enfin, en tout cas, quand vous avez vraiment vous voyez vraiment qu'il y a une impossibilité majeure, faites revenir le problème sur la commission régionale d'arbitrage et sur la commission sportive, de manière qu'on puisse éventuellement résoudre ce problème différemment. C'est vrai qu'on a souvent des problèmes dans les salles, des problèmes de dimension, mais bon. Alors, la deuxième chose qu'on devait faire en arrivant dans la salle, c'est quoi? Demander les deux capitaines. Non. Donc, vérifier les conditions de jeu. Bah oui. Bon, mais ça, t'as le temps. Donc, c'est votre rôle de vérifier que le matériel que vous avez dans les conditions de jeu, que vous ayez des tables homologuées, que vous ayez des filets homologués, que vous ayez des séparations qui soient bien mises. Ça, c'est votre rôle. Alors, je ne dis pas que vous êtes là à mesurer les aires de jeu, mais on s'aperçoit par le nombre de séparations, on voit bien si les aires de jeu sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Oui, c'est facile. Une séparation, c'est 2 mètres. Donc 3 séparations, ça fait 6 mètres. Ouais, mais tu as des séparations qui sont plus petites en bois. Hein. Tu vas à Cavaillon, c'est des petites séparations en bois. Dans un carton, elles font 1,40 m. Et voilà. Enfin, c'est facile. Si ça fait 10, 12, ça fait 11 ou 12 séparations. Bon, je vous rappelle pas les dimensions des aires de jeu. C'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? Non, c'est bon. Ça va, ça va. Ça va. Ça va, on va finir à 22 h. Ouais, d'accord. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous appelez effectivement les deux capitaines pour faire pour leur donner, si vous voulez, les compositions d'équipe et tout. La chose principale à vérifier au moment où on vous rend les compositions d'équipe, c'est... Quelqu'un connaît la réponse? C'est la couleur des maillots. La couleur des maillots, elle dépend du juge arbitre. Je vais vous donner ça sur le PowerPoint. Alors, bon. Lors de la remise, voilà, ce qui est important, c'est alors la remise de la composition d'équipe, vous devez demander obligatoirement la couleur des maillots de chaque équipe. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir deux équipes qui ont les mêmes couleurs de maillots. À ce moment-là, que se passe-t-il? Personne ne peut me répondre, quelqu'un peut me répondre. C'est marqué. Oui, tu fais changer les maillots. Tu fais changer le maillot de l'équipe qui reçoit. L'équipe qui reçoit qui change son maillot, obligatoirement. Hein. Deuxièmement, il peut y avoir un autre problème, c'est le maillot qui est de la même couleur que la balle de la rencontre. On change la balle. Pardon? On change les balles. Non, pas les balles. On change le maillot. Ouais. On ne change jamais les balles. Difficile de changer les balles, hein, parce que il n'y a pas 50 couleurs de balles. Une équipe a décidé de jouer avec les balles oranges
on vous a donné des balles oranges à choisir, Ouais, vous c'est jouerez bien. avec des balles oranges. Donc, on ne joue pas avec des maillots orange. Allô? On changera de blanc. maillot, même si c'est l'équipe qui se déplace qui a des maillots orange. Elle est censée avoir demandé la couleur des balles au préalable. D'accord? Les deux équipes, ils ont les maillots qui correspondent aux balles. Ah. Bah oui. Alors, sachez aussi une chose, que si vous jouez avec des balles blanches, une équipe qui a un maillot rouge, est-ce qu'il peut avoir un short blanc? Non. Bon, Nikita, Ouais. il y a Sylvia qui veut rentrer. Ah, ben, je l'ai pas vu là parce que j'ai. Bah, on sait bien que tu l'as pas vu, ça fait 10 minutes qu'elle attend. Parce que je l'ai pas à l'écran là. Alors attends, il faut que je m'enlève le partage. Oh, Ouais, il est en train de le faire. À tout de suite. eh oui, voilà. Tu vois, c'est ça le problème. Salle d'attente. Ah, il y a marqué Lenovo table. 6.5. Bien. Donc, je vous demandais, qu'est-ce qu'on fait si. Est-ce qu'on a le droit de jouer avec un short blanc et un maillot rouge? Avec une balle blanche, hein? Et à moi qu'on demande? Bah, celui qui veut bien me répondre, parce qu'il n'y a personne qui me répond. Hein. Moi, je dirais non. Non, Et en plus, les principe, non. fournisseurs de vêtements n'en ont pas de blanc. Pardon? Moi, je Non. dirais non, parce qu'en plus, tous les fournisseurs de matériel ping-pong n'ont pas de short blanc en vente. Ça, c'est Ça faux. n'existe pas. Ça, c'est faux. Ça. Hein? C'est faux. Ben, dans le catalogue du Joula, du Donny, de qui tu veux, il n'y en a pas. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre le short d'un fournisseur comme Dauphin ou autre. Oui, mais ils sont censés respecter les règles du jeu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de blanc. Oui, je sais bien. Mais sachez que dans les... moi, j'ai déjà vu des joueurs arriver avec des shorts blancs et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc non, on n'a pas le droit de jouer avec un short blanc si on joue avec des balles blanches. Comme on n'a pas le droit de jouer avec un short orange si on joue avec des balles oranges. C'est une faute de goût, le short orange. Hein. Ah, faut pas dire ça à la ville d'Orange, hein. On avait le maillot et le short orange. Alors, c'est faux, ça veut rien dire ça. Et actuellement, en balle plastique, actuellement, tu as les deux couleurs? Non. Oui, pas, hein? Si. Moi, j'ai vu des balles orange. Des balles 3 étoiles homologuées en orange? Oui. J'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. J'en ai vu. Ah bon? Oui, elles existent. Depuis pas longtemps, mais elles existent maintenant. Elles sont hors de prix. Mais... Ouais, c'est vrai. Bon, alors, maintenant, on va quand même revenir sur nos tables. Il y a Eric qui demande la parole. Ouais, je voudrais juste, avant que tu continues, Oui. concernant cette histoire de short, donc ça c'est pour tout le monde, hein, je vous rappelle, placez-vous au niveau du règlement. Le règlement, on parle de tenue. La tenue ne doit être non blanche. Hein, donc c'est la tenue, elle intègre évidemment le maillot, mais également le short ou la jupette. Hein, donc attention à ça. Et donc, comme le disait Nikita, effectivement, on peut porter un short blanc. Il n'y a rien qui empêche un pongiste de jouer en short blanc si on joue avec une balle non blanche. Donc, en l'occurrence, pour l'instant, des balles orange, homologuées en plastique, qui font partie maintenant de la liste dans laquelle que vous devez avoir en votre possession quand vous juge arbitrer une rencontre, hein, puisque c'est sur cette liste-là que vous autorisez les balles de la rencontre. Voilà, j'arrête de parler. Voilà, et sur ces maillots, tous les joueurs doivent avoir la même couleur de maillot, le même maillot, mais les publicités qui sont dessus peuvent être différentes, de taille différente et les publicités différentes. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas le même maillot dans les termes stricts, en fait. C'est la couleur, voilà. C'est la couleur, voilà. On va toi, voir Nikita. On va voir ça de suite. Vous l'avez là? Non, pas encore. Oui. Ah ben oui. C'est bon. Voilà.
Là, on montre les tenues avec les plus publicités possibles. Donc ça, vous allez quand même pas vous à mesurer toutes les publicités. Hein. Donc, ça c'est une vision, on s'en fout. On va par équipe, voilà. Donc vous voyez bien que les maillots, donc vous avez de couleurs différentes, sauf le problème du short. Hein. Non. Avec les balles blanches, celui qui a le maillot vert ici ne peut pas jouer. Il change de short. Hein. D'accord. On va revenir en gros sur les tables maintenant. Vous avez vérifié qu'il y avait des tables, qu'il y avait des séparations, mais est-ce que toutes les tables doivent être identiques? Vous avez donc... Oui. Normalement, oui. Ah, est-ce que dans les tous deux les tables, cas, les deux tables doivent être identiques. Dans tous les cas? Ben, il me semble. Hein. Moi, je dirais pas forcément, mais bon. Alors, sachez que quand on joue en national, quand on joue en pré-national, quand on joue en R1, on joue au score acquis. Ce qui veut dire que les parties doivent se dérouler les unes derrière les autres. Quand vous jouez en R2, vous jouez toutes les parties. Ce qui veut dire que vous jouez en deux groupes. Vous avez les parties impaires qui vont jouer sur la table A et les parties paires sur la table B. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des tables identiques. Oh, ça c'est quand même bon. Non. Voilà, mais c'est la règle, c'est le règlement. Quand vous avez deux groupes différents, vous pouvez très bien jouer. Alors, bien sûr, qu'à ce moment-là, il n'est pas question, pour avancer les rencontres, de faire jouer quelqu'un du groupe B dans le groupe A. Ça ralentit beaucoup. C'est clair. Ça va ralentir. Voilà. Mais, normalement, c'est considéré comme des parties en deux groupes. Donc, vous pouvez très bien avoir des tables différentes. Chose qu'on avait souvent avant, quand on était sur des groupes de 6. Là, je prends la parole parce que Oui. Jean-Luc, je ne sais pas s'il voit mes interventions. Si, mais justement, j'ai répondu. Ah ben, je vois pas. J'ai répondu comme toi. Ah d'accord, on est d'accord. Donc là, ouais, tout à fait. Alors là, je voudrais me replacer sur le règlement. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord avec la manière d'interpréter ces deux groupes. Non, on est en régional, donc comme R1, R2, R3, pré-national, national, on joue sur un groupe. C'est un groupe. Ce n'est pas une question de score acquis ou score pas acquis. Ça, c'est autre chose. C'est une manière dont on va être attribué les points victoire. En fait, la rencontre se joue sur un seul groupe, puisqu'il n'y a pas de constitution de deux groupes, chaque joueur pouvant jouer un adversaire. Et d'ailleurs, par la composition des équipes, on ne peut pas savoir à l'avance qui va jouer qui, hein, puisque c'est un choix des capitaines. Donc, à partir du moment où il n'y a qu'un seul groupe, il n'y aura qu'une seule... les deux tables doivent être identiques. Hein. Donc là, je corrige un petit peu ce que vient de dire Nikita. Je vous assure que ça, c'est le règlement. Là où on joue peut-être sur deux groupes, alors à ma connaissance, j'en ai pas ici de tête, parce que de mémoire, ici en PACA, je crois qu'on joue encore sur un groupe, y compris en départemental, sauf peut-être dans le Vaucluse, où vous avez une compétition de mémoire, je crois, qui s'appelle la Coupe Juan, je crois. Oui, tout à fait. Qui fait, je ne sais plus combien d'équipes, enfin de groupes d'ailleurs. Vous jouez encore à 6, je crois. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc là, il y a bien deux groupes. Voilà. Voilà, il y a deux groupes de 3. Mais à part cette maintenant, il y a 3 groupes de 2. par équipe, voilà, je n'ai pas d'autres connaissances. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour un juge arbitre qui est désigné, qu'il soit en R2, en R3, enfin R2 pour nous, puisqu'en PACA, mais en tout cas dans les autres divisions, on est sur un groupe, donc c'est sur une table qui doit être identique. Hein. Les deux tables doivent être identiques. Voilà. Et les parties se déroulent les unes derrière les autres dans l'ordre de la feuille de rencontre. Oui. Tout à fait. Merci. Bon, mais... Je voudrais rajouter peut-être quelque chose. J'ai mal interprété le règlement. Ouais, je voulais peut-être voir quelque chose aussi au niveau du short. Parce que quand on dit c'est le maillot identique. D'accord? C'est-à-dire la couleur du maillot identique pour les deux équipes. Mais on ne précise pas le short. Si. Ouais. Si, c'est dans le règlement.
Les tenues. C'est la tenue. C'est la tenue, ça. Oui, d'accord. C'est dans le règlement, et comme on en a parlé juste Non, mais avant parce que d'intervenir. sur l'image, il y avait une erreur sur la diapo d'abord. Ah, c'est que du PDF. Comme Ouais. on en a parlé un peu aussi sur cette tenue pour en finir avec la tenue, on en a parlé avec Thierry tout à l'heure. Pour ce qui est des musulmanes, il y a une directive de l'ITTF qui précise qu'elles ont le droit de jouer avec le voile et en pantalon. C'est à savoir, ça pourrait vous arriver. Alors, sachez que le juge d'arbitre, il a une particularité aussi en plus par rapport à l'arbitre. Il est le seul à autoriser un joueur à jouer avec un survêtement éventuellement. Alors, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons de température. Après, le reste de la tenue, normalement, c'était quand même à la charge de l'arbitre. C'est l'arbitre qui doit vérifier la tenue quand les joueurs rentrent dans l'aire de jeu. C'est-à-dire que si le joueur ne doit pas avoir de bandana ou de casquette sur la tête, voilà. Des lunettes de vue, oui, en général, des lunettes de soleil. Pardon? Une interférence. Mais sinon, Jean-Luc, pour revenir à ce que tu disais par rapport à la religion musulmane, c'est vrai qu'on est confronté, pas si souvent que ça, mais en fait, avec les îles qu'il y a autour, on a Maurice, on a Mada, et on retrouve des joueuses, justement. On avait fait une petite compétition internationale, justement à Saint-Denis, et on se retrouve effectivement avec des joueuses qui ont le voile et le pantalon. Donc on en a discuté aussi avec Eric Barthes tout à l'heure. Il n'y a pas de décision ferme et définitive, mais il y a une directive qui vient de l'ITTF et qui précise que, bon, bah voilà, en attendant d'autres décisions, et ben, c'est comme ça. Ouais. Donc, à savoir. Donc, ce n'est pas inscrit au règlement, mais c'est une directive. C'est une directive, tout simplement. Donc, c'est à savoir. Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Avec la seule recommandation, moi, je viens de Saint-Denis, donc du 93. Donc, effectivement, on avait aussi largement ce type de problème. On rappelait malgré tout, avec cette autorisation directive, que le voile ne doit jamais gêner la vision de la balle pour l'adversaire. C'est-à-dire que le voile doit être suffisamment court ou retenu pour ne pas gêner la vision de la balle ou du lancer de balle lors du service ou lors des échanges, parce que avec les pans de voile. Donc, le voile est autorisé, mais doit être maîtrisé. Tout à fait. Et la couleur du voile, comme parlait tout à l'heure de la couleur des shorts. Ni blanc, ni orange. Et voilà. Et voilà. Bien vu. Et au niveau tenue, si les deux musulmanes jouent dans la même équipe, elles peuvent avoir le même couleur de voile. Alors ça. Ah, là c'est une question. Bonne question. Oui. À partir du moment où ça ne fait pas partie officiellement de la tenue. Je pense qu'il ne faut pas se faire trop de nœuds au cerveau. Déjà. S'attacher à ce que voilà, il y ait un équilibre de jeu et qu'effectivement il n'y ait pas de gêne intempestif pour l'adversaire. Suite, Nikita. Alors, on va passer au bal. Mais, avant les balles, il y avait un truc qu'on avait vu ensemble là, au niveau des chaussettes. Voilà. Oui, mais ça, c'est du rôle de l'arbitre, normalement. Oui, mais enfin, il faut quand même préciser que les chaussettes sont obligatoires. Voilà. Si tu lis le règlement, dans le règlement, il n'y a que 4 choses qui font partie de la tenue. C'est la chemisette manche courte ou sans manche, le short ou la jupe, les chaussettes et les chaussures. Chaussettes et chaussures ne sont pas obligatoirement les mêmes pour les 4 joueurs de l'équipe. Mais les chaussettes sont obligatoires. Oui, alors, mais ça va aussi, ce qu'on peut faire, c'est que vous avez le droit d'autoriser éventuellement ce qu'on appelle les bandeaux anti-sueur. Ça n'est pas dans le règlement, mais disons qu'on peut l'autoriser. Hein, ce qui est interdit, c'est vraiment les bandanas ou les casquettes. On avait des joueurs spécialistes, chez nous, des joueurs en bandana. Bon, on va passer aux balles. Alors, les balles, ben, vous connaissez en général
les deux sortes de balles qui sont autorisées, ce sont des balles orange ou blanches, bien sûr. Il faut qu'elles soient en plastique. Il n'y a plus de balles celluloïdes autorisées. Bon, les dimensions, je ne vous les passe, elles font 40 mm. Mais bon, il n'y a pas de grand secret dans les balles. Et elles doivent être choisies par les capitaines d'équipe avant la rencontre. Et en général, on essaye de leur faire faites-leur au moins choisir au moins 6 balles. Parce qu'une balle peut se casser, il faut la changer. Puis surtout qu'on a remarqué que les balles plastiques cassent plus souvent que les balles celluloïdes. Donc, faites-vous choisir 6 balles. Mais une fois que vous avez choisi ces balles, les joueurs n'ont plus le droit de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus refuser la balle. On est bien d'accord? Une question là-dessus? Belle question sur les balles, tout va bien. L'agréé, c'est tout. Il y a une petite nuance quand même sur les balles. Alors, on n'est pas en championnat par équipe, mais la balle celluloïde, malheureusement, au niveau du règlement en vigueur, est encore autorisée dans le cadre, par exemple, d'un tournoi national. C'est assez particulier, c'est assez amusant, encore une fois, qu'il n'y a pas eu d'adaptation du règlement à ce niveau-là. C'est-à-dire un tournoi national, on ne peut pas imposer la balle plastique, encore dans le règlement de ce jour. Voilà. Ah bon? Ouais, bah oui. C'est pour ça que sur les règlements de tournoi national, Marc pourra certainement me confirmer, on ne peut pas imposer cette balle-là. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Dans les tournois. Oui, je parle bien de tournoi national, tout à fait. Oui, on l'a fait apparaître dans le règlement, c'est vrai. Ouais. Et donc, dans le règlement, dans la commission statut-règlement, on est très vigilant là-dessus, puisque la balle plastique ne peut pas être imposée. Et donc, tirage au sort, si les joueurs ne sont pas d'accord entre eux, et donc ça passe par le juge arbitre pour le choix de la balle. C'est assez rare, hein, mais on peut imaginer un ancien qui vienne avec ses balles celluloïdes. Voilà, je m'arrête parce qu'on est quand même en dehors du, comme le dit Jean-Luc, du J1, hein, du championnat. Eh oui. Ouais, tout à fait. Mais c'est quand même une curiosité de cette balle plastique et de la balle celluloïde. Bien, on va passer aux raquettes alors. Alors, vous savez que les raquettes, le contrôle des raquettes, il y a, quand vous êtes sur des, alors pas sur du championnat national, parce qu'on ne le fait pas, mais quand vous êtes sur un tournoi national, les raquettes sont contrôlées à l'avance par des juges arbitres spéciaux qui font des contrôles de raquettes. Et elles sont données aux joueurs au moment du début de la partie. Bon, chez nous, en championnat, c'est à l'arbitre de contrôler la raquette. Si l'arbitre a un doute sur la raquette, il n'a pas obligatoirement sur lui la liste des raquettes, des plaques autorisées. Donc, s'il a un doute, il va venir vous voir. Ce qui veut dire que vous, en tant que juge arbitre, il est impératif que vous ayez cette liste avec vous. À jour. Ah oui, c'est possible à jour. Et elle est mise à jour tous les 6 mois. Je sais. Hein? Alors ça, c'est quand même impératif. Alors toujours, pour le reste, vous savez que les plaques, il n'y a pas de dimension ni de forme bien définie pour les bois. Par contre, pour les plaques, comme elles doivent être d'un seul tenant, les bois, ils sont quand même en fonction de la dimension des plaques. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais des palettes à pizza. Maintenant, regardez bien que ces plaques, si on vous demande à vérifier, sont autorisées. Vous devez avoir le cycle ICTF d'abord dessus, c'est important. Et deuxièmement, vous contrôlez avec... Ouais, si tu veux, tu m'amènes le fond de bouteille. Tu m'amènes le fond de bouteille. Le fond de bouteille? Qu'est-ce que tu appelles le fond de bouteille? Non, ils ont entendu. C'est mon épouse qui m'amène un fond de bière. Ah, ça va, oui. La tienne.
Ben, on ne peut pas en profiter, nous. Tant pis. Donc, toujours pareil. Donc, les plaques, c'est rouge et noir. Et... Je ne vous en dis pas plus sur les raquettes. Sachez que c'est quand même du travail de l'arbitre. Normalement, quand vous avez des arbitres nationaux, vous ne devrez pas vous occuper de ça, logiquement. Les arbitres doivent, sauf si l'arbitre a un doute et qu'il vient vous voir. Il ne faut pas vérifier aussi qu'il ne manque pas des picots sur les plaques à picots. Alors, il peut manquer quelques picots. Il peut, les picots, alors on n'a pas de... Il n'y a pas de minimum de picots qui doit manquer, ni de maximum de picots qui doit manquer. Mais il n'y a pas de règle là-dessus. Mais par contre, les plaques doivent être entières et intactes. Donc, ce qui veut dire qu'il ne devrait pas manquer de picots. Maintenant, souvent, il en manque sur les bords, c'est pas ça que Nikita. Et surtout, et ça je l'ai vu, vérifiez bien qu'il y a bien des picots au centre de la plaque. Parce que vous en avez qui jouent avec le centre de la plaque, c'est un picot. Et ça change tout. Je crois de mémoire que c'est 3 ou 4 picots au centimètre carré manquant. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai pas trouvé ça sur le règlement. Alors, je l'ai vu dans le règlement, mais pas cette année, j'ai pas regardé ça. Mais... Moi, j'ai regardé, je n'avais pas trouvé. Non, il n'y a pas de... Il me semble qu'il n'y a pas de nombre de picots. Non, il n'y a rien du tout sur le règlement. Ça fait partie encore de l'imaginaire des joueurs. Ah, mais j'ai 2 picots cassés, donc je vais passer le cap. Non, c'est pas vrai. C'est une question d'uniformité de la plaque. Il faut que la plaque soit unique. Voilà, c'est des problèmes plus visuels qu'autre chose. Et évidemment, s'il y a 2 picots cassés au même endroit, ça va créer effectivement quelque chose qui ne sera pas régulier. Donc le juge arbitre, si un arbitre amène au juge arbitre cette raquette, le juge arbitre peut être amené à refuser évidemment la raquette. Mais comme le dit Nikita, c'est vrai que c'est l'arbitre qui va d'abord trancher. Et s'il a un doute, il va aller voir le juge arbitre pour obtenir peut-être l'autorisation ou le refus de jouer avec la raquette. Si tu peux me mettre en 2 secondes, hein, Nikita, je ne t'en mettrai pas plus, mais si tu peux me mettre en animateur de même pas 2 secondes, c'est juste pour vous montrer 2 images de raquettes que j'ai refusées en tant que juge arbitre. Alors, ce n'était pas sur une rencontre par équipe, mais une raquette, pardon. C'était pas sur une rencontre par équipe, c'était un tournoi national. Donc pour vous montrer un petit peu l'état de certaines plaques, avec certains joueurs qui se déplacent. Ceux qui connaissent savent des images que je vais présenter. J'ai pris l'habitude de les montrer à chaque stage de formation maintenant, hein, pour les juges arbitres. Ouais. Laurent doit s'en souvenir normalement. Oui, si tu peux me le passer en animateur. Attends une seconde, là, parce que j'ai un petit problème là, avec mon truc. Vous me voyez ou pas à l'écran? Oui, bien sûr. Ouais. Ah, j'ai un petit problème avec mon PowerPoint. Là. Voilà. Il y a mon Zoom qui ne peut pas revenir. Comment ça se fait? Ah, c'est quoi ce son? Pour meubler en attendant que Nikita me nomme. Ouais, allez-y, parce que j'ai un petit problème. Ouais. Moi, je ne peux rien faire, hein. Je ne suis pas animateur. Là. Il faudrait que tu me nommes animateur pour pouvoir présenter. Oui, ça. mais il faudrait que je puisse relancer mon... Non. J'ai le Zoom qui ne marche plus, là. Bah, pourtant, tu es bien avec nous. Ben oui. Ouais, mais moi j'ai rien du tout. Tu as payé ta cotille mensuelle, Nikita? Ouais. Ah, une petite question pour meubler. Un arbitre a un doute sur une raquette. Et Voilà. donc, il va voir le juge arbitre qui, effectivement, refuse. Vous l'avez plus, là? Je sais pas, ça n'a pas changé pour nous. Ouais. Vous avez toujours l'écran partagé? Ah non, on a tout le monde. C'est bon? Alors, on a tout le monde. On a Alors, tout le monde à l'écran. Hein. Ah, maintenant, ça marche. Ok, d'accord, ça marche. Donc, je reprends sur ma question en attendant de toujours pouvoir présenter les images. L'autre sur... Ah non, tu es toi. Non, il est basse.
Donc, je reviens sur ce cas-là. L'arbitre donc a un doute, il va voir le juge arbitre. Ah, merci. Et il va voir donc le juge arbitre pour lui présenter une raquette. Et alors, je vais vous la montrer, cette raquette, par exemple, prenons ce cas-là. Vous la voyez? Non. Voilà, oui. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oh là là. Il y a déjà quelques doutes, on est d'accord? Et puis, alors en fait, l'image amusante, elle est surtout derrière, hein, puisque ça, c'est la face allée. Déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous l'acceptez, vous la refusez, cette raquette? Non, moi je refuse. En camping, ça passe? Ouais, voilà, exactement, tournoi de camping, ça peut passer. Mais alors après, j'ai retourné la raquette. Hein. Oh là là. Et il y a des souris, il y a des souris dans le coin. C'était un tournoi national, hein, quand même, tournoi national. Il fallait quand même avoir le culot de me dire que je joue avec ça depuis le début de l'année. On ne m'a jamais refusé ma raquette. Voilà, Ouais, voilà ouais. ce qu'elle me Jamais rapporte. refusé? Ouais. Donc, bon, après, Mais bon, je ne dirai pas le nom de ce joueur, puisque là, on est enregistré, mais voilà. En plus, c'est une poêle Tefal. Hein. Ben voilà, alors après, au niveau de la conformité de la plaque, évidemment, ça fait très une longtemps anti-top. qu'elle a passé la date de péremption, hein, ça c'est clair. Entre que la date de péremption. Et donc oui, ma question était la suivante, et je renomme tout de suite en même temps Nikita. Voilà, tu es de nouveau animateur, Nikita. Donc, le juge arbitre a refusé une raquette, donc a rejeté la raquette, et puis donc la partie se joue, le joueur prend une autre raquette, et il joue sa partie. Et puis, quand à l'appel de son nom à une deuxième partie, il revient avec la même raquette, c'est-à-dire celle qui avait été refusée. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que l'arbitre, dans ce cas-là, puisqu'il passe avec un second arbitre, hein, dans le cas par exemple d'une rencontre en nationale, on sait qu'on a 2 arbitres régionaux au minimum sur les tables, et donc le joueur tente sa chance, quoi. Il passe sur la deuxième table avec la même raquette refusée, sauf que l'arbitre ne le sait pas. Est-ce que déjà il a le droit? Est-ce qu'il a le droit? Non. Non. Non, effectivement, hein, le règlement est clair là-dessus. Si une raquette a été refusée, a été rejetée par le juge-arbitre, donc souvent ça arrive au niveau du juge-arbitre, hein, puisque l'arbitre va refuser, mais le joueur dit non, elle est bonne, je veux voir le juge-arbitre pour me confirmer, pour qu'il valide. Et ça arrive souvent à la décision du juge-arbitre. Donc si le juge-arbitre rejette une raquette, la raquette sera rejetée dans toutes les parties de la rencontre, évidemment, hein, sur l'ensemble de toutes les parties. Et ça marche également sur un tournoi. Là, cette raquette-là, que je vous ai montrée tout à l'heure, je l'ai même confisquée et je l'ai mis de côté parce que je n'avais pas du tout confiance aux joueurs qui me la ressortent. On sait que dans un tournoi, c'est assez compliqué de vérifier toutes les tables. Hein. Eric, tu dis tu l'as confisqué, donc ça, tu peux faire ça? J'ai tous les droits. D'accord. Non, tout simplement parce que, alors je te donne toute l'histoire. En fait, au départ, j'ai interdit de jouer avec cette raquette, d'accord? Et le joueur l'a mis de côté, il a pris une autre raquette en rallant, etc. Mais il a pris une autre raquette, et il a continué la partie avec un joueur. Alors c'était en tournoi national, mais il n'y avait pas d'arbitre, hein, c'était les arbitres joueurs comme d'habitude. Et donc voilà. Et puis là, on vient me voir, donc il devait être au 2e ou 3e manche. On vient me voir en me disant, Eric, il y a un problème encore sur la table, tu sais, le joueur là qui t'a refusé sa raquette, il rejoue avec. Waouh! Alors là, je sais pas, là, je suis sorti de mon aire de juge-arbitre, quoi. Et puis, je suis allé directement dans l'aire de jeu et j'ai arrêté la partie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de raquette, etc. Et donc, c'est là où j'ai confisqué la raquette. Et je dis, si vous voulez, donc la partie était perdue. Mais comme il était inscrit sur d'autres tableaux, il avait la possibilité de continuer le tournoi, évidemment. Par contre, là, je lui ai confisqué. Je lui ai dit non, mais je vous fais plus confiance si c'est pour me la ressortir à chaque fois. Donc, c'est là où j'ai confisqué la raquette. C'était la seule condition où il était autorisé à continuer sur les autres tableaux. Voilà. Il faut lui rendre le soir, hein, surtout. Ah bah oui, mais en fait, il a abandonné. Hein. Pour tout vous dire, il a abandonné puisque c'était sa raquette. Et donc, sans sa raquette, ce joueur-là était complètement incapable de jouer. Donc, je lui ai rendu, mais je lui ai dit, je l'ai scratché sur les autres tableaux. Voilà. C'est arrivé cette année au Critérium, Eric. Tu as refusé une raquette au Critérium en National 2. Exact, oui, aussi. Oui. Bon, moi, ça m'arrive en précisant aux joueurs, n'essayez plus. Oui, tout à fait. Ouais. Tu vois, je l'avais oublié aussi, celle-là. Moi, je m'en souviens bien, moi. Ouais. Voilà.
Alors justement, moi, j'ai une autre question par rapport à ça, parce que ça m'est arrivé sur un tournoi, peut-être un tour de critérium, je sais plus, ou peut-être non, par équipe, une rencontre par équipe. Nous, voilà, les arbitres, c'est les joueurs, on ne vérifie pas forcément les raquettes. Là, il y a deux joueurs qui font leur partie. Et le joueur qui perd, à un moment donné, dit ouais, mais il vient me voir, il dit ouais, mais le gars, il a une raquette qui est pourrie, quoi. Et effectivement, quand j'ai regardé la raquette, alors, dans ces cas-là, bon, c'était la fin, hein, ils avaient terminé, il est venu à la fin. Bon, j'ai fait la remarque aux joueurs qui faisaient partie de mon club en plus. J'ai dit non, ouais, non, mais je sais, mais bon, je sais qu'elle est pourrie, mais bon, voilà, quoi, c'est fait. Voilà, donc dans ces cas-là, tu peux arrêter la partie et dire aux joueurs qu'ils changent de raquette. Hein. Qu'est-ce qu'en pensent les autres? C'est-à-dire, normalement, l'arbitre est censé les vérifier en début de partie. La partie n'aurait jamais démarré. Donc, c'est le joueur. C'est le joueur. C'est un joueur qui arbitre. Ça fait rien. Oui, mais c'est un arbitre quand même. À partir du moment où il arbitre. Et il aurait dû vérifier les raquettes. Même si c'est son collègue, même si. Eh oui. D'une part, et puis le joueur aurait dû se manifester avant la fin de la partie. C'est-à-dire que. En début, avant la rencontre, les joueurs ont le droit d'aller regarder la raquette de leur adversaire. Hein. Tout à fait. Donc, c'est à ce moment-là, tu dois le dire. Hein. Ça servait à rien pour aller après une fois qu'il avait perdu, c'est sûr. Voilà, en fait, si le gars avait gagné, il ne serait jamais venu me voir pour me dire que la raquette était pourrie. Après, c'est trop tard, mais bon, il te reste, comme on le dit à chaque fois, les réclamations, les réserves, le rapport. Il ne faut pas oublier qu'il y a une phase de rencontre derrière pour remarquer ce qui ne va pas. Quoi, hein. Et puis, mais ça ne sert à rien de le faire après. Hein. Il y a possibilité aussi au juge arbitre de scratcher la raquette pour la suite de la rencontre si ce joueur a encore des parties à disputer. D'accord. Là, c'était la fin de toute manière, à la fin de la rencontre. Oui, mais je dis, il aurait eu encore des parties. Je pense qu'il aurait eu encore des parties à discuter. Il était peut-être à ce moment-là judicieux de lui scratcher sa raquette. D'accord, ça c'est noté. Enfin, je pense. Et les chefs, c'est les chefs qui disent, mais. Tout à fait. Moi, j'aurais pas dit scratcher, j'aurais dit interdire, mais c'est tout à fait ça. On a réagi, Sylvie. Hein. Tu regardes sur le chat, on a réagi. Super vite. Moi, personnellement, réagir et je me rends compte que c'est pas mon rôle. Donc, je me dis, les chefs, qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais c'est le but des forums aussi. Hein, c'est de la discussion. Hein. Moi, j'aurais dit aux joueurs, tu prends la raquette, tu la laisses sur ma table et tu la reprends quand tu auras fini la rencontre. D'accord. Un peu comme Eric, quoi, qui l'a confisqué. On ne appelle pas ça confisqué. Je dis, tu la poses là sur la table, elle reste là, le temps de la rencontre. Et à la fin de la rencontre, quand tu as fini, tu vas prendre ta douche et récupérer ta raquette. Et elle reste là, parce que comme ça, tu ne peux pas jouer avec. Ouais. C'est toujours une possibilité, ça. Autre chose, si vous avez une raquette cassée, vous savez que si le joueur la casse involontairement, il a le droit de changer de raquette. Ouais. C'est pas parce qu'il change de raquette que le joueur adverse n'a pas le droit de regarder la nouvelle raquette. Il a toujours aussi le droit de venir voir la nouvelle raquette. Après, il n'y a normalement pas d'adaptation. Hein. On rejoue de suite. Hein. Tout à fait. Mais le joueur a quand même le droit de regarder la raquette, effectivement, parce que s'il a quelque chose à dire, il peut dire qu'il y a la nouvelle raquette. Hein. Voilà. Et effectivement, si le joueur la casse volontairement, eh ben, il n'est pas question de changer de raquette. Ça, je pense que vous le savez. Au moins pour la partie en cours. Mais... Oui, pour la partie en cours. Ben, de toute façon, comme il ne peut pas changer de raquette pour la partie en cours est terminée. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et la partie suivante, il ne va pas jouer avec la raquette cassée, parce que moi, ça, je l'ai vu, ça aussi. Le gars qui veut prendre la partie suivante avec son bout de raquette parce qu'il n'y a plus le manche, mais il dit, moi, je peux jouer avec. Non, celle-là, on ne joue plus avec. Donc, tu la mets de côté et tu viendras la rechercher quand tu auras pris ta douche. Voilà, il y a des numéros dans les joueurs. Bien, je pense qu'on a fait un peu le tour, je crois, de tout le matériel
qu'on a besoin pour faire une partie et une rencontre. Si vous avez des questions à poser, profitez-en, sinon nous allons passer à la suite, c'est-à-dire à mon ami Jean-Luc. D'autres questions sur le matériel? C'est bien. Alors, je passe l'hôte à Jean-Luc. Donc, on va parler de l'échauffement. Donc, l'échauffement, vous êtes dans l'aire de jeu. Donc, si vous êtes dans l'aire de jeu, vous êtes en tenue. Voilà, tout simplement. Donc, la tenue qui a été dite tout à l'heure, avec les exceptions du survêtement s'il fait froid ou si tu n'as pas de belles jambes. Ou, voilà. Ensuite, concernant cet échauffement, donc, il y a une obligation qui est dans le règlement, à savoir que l'équipe visiteuse doit disposer des 2 tables. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez de la durée pendant laquelle ils doivent disposer de ces 2 tables? 10 minutes. Mais 10 minutes, 2 x 5, 3 x 9 plus 1 10 minutes continues. 10 dernières minutes. 10 minutes consécutives, non pas les 10 dernières minutes. Ah, pardon. C'est 10 minutes consécutives. Même s'ils les veulent au début, ils peuvent les prendre au début. Voilà. Ah, okay. Ensuite, ils doivent disposer d'une table pendant les 15 dernières minutes d'échauffement, c'est-à-dire les 15 minutes avant le début de la rencontre. Alors, si vous voulez vraiment être strict dans le règlement, vous pouvez mettre ces 10 dernières minutes, donc les 10 minutes qui précèdent le début de la rencontre, mais il y aura une des 2 tables qui sera à 15 minutes. Ça. Voilà, c'est les seuls... Ceci étant dit, en général, ça se passe bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En général, s'il n'y a pas de problème entre les capitaines et les joueurs, n'allez pas mettre de l'huile sur le feu, vous les laissez faire. Bien souvent, l'équipe qui reçoit, ils sont là bien avant 1 heure, même bien avant, et ils sont bien échauffés, ils sont chauds, et ils lâchent les tables 10 minutes à 15 minutes avant le début de la rencontre. Et l'équipe qui se déplace, eh bien, ils disposent de ces 2 tables. Donc, en général, il n'y a pas vraiment de problème. Moi, ça m'est arrivé qu'1 ou 2 fois, et de mauvaise foi, c'était en national, des Parisiens qui étaient là depuis la veille à l'hôtel, et qui sont arrivés vraiment ric-rac, quoi. Et ils exigeaient d'avoir les 2 tables tout de suite. Dans ces cas-là, il faut avoir le règlement avec vous, surligner les points importants. Moi, c'est ce que je fais, sortir le règlement. Ça évite des discussions longues et stériles. Mais en général, hein, comme le dit René, moi, à part ces 2 fois, je n'ai pas vraiment eu de gros problèmes avec ça. Je ne pense pas que les autres en aient eu non plus à ce niveau-là. Ça, c'est Denis qui bouge un peu. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur l'échauffement. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à rajouter. Nikita, Michel, Eric? Non. C'est parfait. Peut-être pendant la composition des équipes, tu sais l'histoire d'un joueur qui se blesse pendant l'échauffement? Ah oui. Alors, il faut savoir que vous avez eu vos fiches de composition. Une fois que les fiches de composition, vous les avez reçues, elles ne sont plus modifiables. C'est-à-dire que si c'est même avant le début de la première partie, il y a un joueur qui s'échauffe et qui se blesse pendant l'échauffement, et le capitaine vient vous voir, il vous dit, bon, on n'a pas commencé, il s'est blessé pendant l'échauffement, j'ai un joueur en spare, donc on va changer la compo de l'équipe. Alors, est-ce que vous pouvez le faire? Non. Voilà, tout simplement. La fiche de compo, une fois qu'elle est faite, alors le premier capitaine va vous l'amener, vous la cacher pour que l'autre équipe, la deuxième, ne regarde pas par-dessus votre épaule ou... Ça doit rester secret, les compos. Et une fois que vous avez les 2 compos, ces 2 compos, elles sont figées. Encore plus si vous avez saisi les 2 compositions sur la feuille de rencontre. Avec GIRP, c'est super rapide maintenant. Hein, donc, voilà. À part ça, tu vois autre chose, Eric? Moi, j'ai lu quelque part qu'il fallait noter l'heure à laquelle le joueur s'est blessé et le noter sur la feuille. Ah, toujours, mais c'est ce qu'on dit depuis le début de ces forums. Hein. Systématiquement, il faut faire un rapport au verso de la feuille de rencontre. Ça, c'est une obligation. Hein. Il faut même noter, moi, je note la partie et la manche à laquelle ça s'est passé. Hein. Ça, bien sûr, c'est une obligation. Même pour l'échauffement.
L'échauffement, vous notez l'heure. Oui, oui. Bien sûr. C'est un fait qui n'est pas normal dans le déroulement de la partie. Donc, il ne faut surtout pas oublier de renseigner, on le répète à chaque fois, le verso, il est là pour ça. Il vaut mieux trop en mettre au verso que de ne pas en mettre suffisamment. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Alors, la remarque de René, je trouve, elle est intéressante aussi parce qu'on est quand même dans une situation où c'est toujours assez difficile. On est à une période où on a vérifié nos tables, on a vérifié nos conditions de jeu, les tenues, on a pris connaissance des capitaines, on leur a donné la compo d'équipe. Et comme l'a dit Jean-Luc, peut-être que les compos d'équipe sont revenus. Et auquel cas, si le joueur se blesse, vous avez tous bien compris qu'on va refuser une modification de la composition d'équipe. Par contre, si les feuilles de compo ne sont pas revenues, un joueur se blesse, ils ont la possibilité de modifier, puisque quoi qu'il arrive, de toute façon, vous n'aviez pas la composition dans les mains. Par contre, ce que dit René est intéressant parce que qui accède à l'ère de jeu, finalement? Qui a le droit de s'échauffer? Uniquement les joueurs de l'équipe. Eh oui, mais comme on ne sait pas qui va jouer dans l'équipe, c'est quand même assez particulier. Donc théoriquement, rentre dans l'ère de jeu que des joueurs licenciés, et en particulier licenciés de l'association. Donc ça voudrait dire qu'on a quelque part vérifié les licences avant la récupération de la composition d'équipe, ce qui est assez difficile, hein, on est bien d'accord. On ne va pas sauter sur le capitaine pour lui demander quels sont vos joueurs, etc. Donc on est dans un domaine qui est quand même assez particulier. Imaginez que ça soit un joueur qui n'est pas licencié qui se blesse. Alors là, on est embêté. On est dans une situation où, à mon avis, ça ne doit pas être si facile que ça. Je ne sais pas, c'est peut-être un remplaçant ou même un joueur d'une autre équipe qui a l'habitude d'échauffer un des 3 joueurs ou un des 4 joueurs parce qu'il a un jeu. Et un coach, voilà. Oui. Voilà, ou un coach. Enfin, un coach est licencié, donc lui, il ne posera pas de problème. Moi, je pense plutôt à un licencié d'une autre équipe qui vient là parce qu'il est habitué d'échauffer un des joueurs qui a un picot, et on sait que les joueurs de picot, ils ne sont pas forcément appréciés par les joueurs non picot. Et donc, son échauffement, il le fait avec quelqu'un d'autre. Mais là, le problème, c'est que vous n'avez pas la connaissance de ce joueur. Donc, voilà. Donc là, on est dans une situation qui est quand même assez délicate, hein, je reconnais. Puisque s'il se blesse, on va le déclarer. Mais déclarer qui sur la feuille de rencontre? Quelqu'un qui est peut-être même pas licencié. Ça, voilà. D'où la vigilance du juge-arbitre, en fait. Il peut nous arriver, on dit souvent que c'est assez tranquille de juge-arbitrer. C'est pas vrai, on a une responsabilité importante et on est responsable des aires de jeu. En fait, on est même responsable du plateau complet, quoi. Donc, c'est pas si évident que ça non plus, hein, cette notion de délimitation de responsabilité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Luc et Nicolas. Malheureusement, le problème qui va se poser, c'est qu'on ne va pas vérifier les licences avant. Ben oui, exactement. De toute manière, les licences, les capitaines vont les donner avec leur composition d'équipe. En même temps que leur composition d'équipe. Donc, c'est vrai que maintenant, il faut présenter la composition d'équipe un quart d'heure avant. Hein. Avant, d'où l'explication du quart d'heure avant, tout à fait. Donc, ça nous permet d'avoir 15 minutes où on a le temps de vérifier les licences, alors qu'avant, on était ric et rac. Hein. Oui. D'où l'importance de systématiquement, moi je le fais un peu avant les 15 minutes, je rappelle à l'ordre les capitaines et je demande les fiches de compo. Donc, c'est vrai qu'on va dans les temps d'échauffement, on arrive dans les derniers temps d'échauffement, mais ça ne fait rien. Les joueurs sont là peut-être depuis une demi-heure, 3 quarts d'heure, ils peuvent même commencer à s'échauffer avant que vous arriviez vous. Ça dépend de la rencontre. Si c'est du national, bon, ils ne vont pas s'échauffer 2 heures avant. Mais si c'est du régional, vous devez arriver qu'une demi-heure avant, vous avez des joueurs qui ont déjà commencé l'échauffement et vous ne savez pas qui s'échauffe. Non, mais il y a des salles où c'est des joueurs qui ne vont pas se jouer ce jour-là et qui échauffent, comme disait Eric, qui échauffent les collègues, et puis parce qu'ils ont également envie de taper là-bas. En général, quand vous arrivez, vous demandez à ce que sur les 2 tables de la rencontre, ce soit les 2 équipes qui jouent, qui s'échauffent. Tout à fait. On ne va pas faire s'échauffer des gens qui n'ont rien à voir dans les rencontres. Non, mais tu dis une demi-heure avant, moi j'arrive toujours bien avant, 45 minutes avant, il y a un peu de tout dans la salle, hein. Enfin suivant les salles, on ne va pas citer de nom, mais suivant les salles, quoi. Donc voilà, il faut... Mais surtout le dernier quart d'heure, il faut être exigeant. Sur des tables, par exemple, moi je sais que personnellement, si vous êtes sur du national, en général sur les tables du national, vous avez que les joueurs qui jouent en national qui sont en train de se chauffer. Oui. C'est pareil. Mais par contre, sur le régional, non. Le régional, des fois, on voit tout. Ça,
Mais encore une fois, moi je pense que c'est de nouveau le positionnement du juge-arbitre qui va faire la différence. À partir du moment où vous entrez, que vous avez fait tout ce protocole dont Nikita et Jean-Luc vous ont parlé tout à l'heure, il y a cette vérification du matériel, vérification de l'aire de jeu, des séparations, de la table, des filets, etc. Et donc là, vous mettez votre empreinte. Et donc l'échauffement démarre en fait, c'est vrai, peut-être avant, mais vous n'étiez pas là. Mais quand vous êtes présent, le fait de rentrer dans l'aire de jeu, de vérifier les tables et filets, ça implique déjà un comportement des joueurs ou des gens qui seraient extérieurs complètement différents. Et c'est là où il faut effectivement être vigilant, mais être suffisamment aussi présent en termes de positionnement pour bien montrer que vous avez pris possession de ce plateau. Et à partir de ce moment-là, vous avez la responsabilité des joueurs. Et donc, en cas de blessure, évidemment, ces blessures devront être marquées sur la feuille de rencontre. Ça, on ne pourra pas y déroger, quoi. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour regarder les tables, faire le contrôle des filets, comme le dit Eric. Il faut mettre son empreinte tout de suite, quoi. C'est tout de suite. Et les joueurs vont voir que vous êtes présent. Ce qui est important quand vous arrivez, c'est surtout de bien vous faire définir les aires de jeu. Parce qu'on rencontre aussi, vous pouvez aller dans des clubs où des fois vous apercevez que vous avez 2 aires de jeu et vous avez 4 tables. Parce que les gars, pour qu'il y ait plus de place pour s'échauffer, on met 4 tables, comme ça il y a plus de monde qui s'échauffe. Quand vous arrivez vous, exigez que les 2 aires de jeu reviennent à 2 tables et qu'elles soient faites en aire de jeu réglementaire. Ne laissez pas les 4 tables et quand 10 minutes avant la rencontre, on va enlever les 2 tables et on va jouer. Hein? Ça, c'est important. Vérifiez bien que vous avez vos aires de jeu. Alors, s'il y a 2 matchs à côté, il doit y avoir des aires de jeu à côté. Mais pas, vous avez vos 2 aires de jeu, ce sont les vôtres. Autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez interdire à une équipe visiteuse de prendre des tables 1 heure avant, par exemple? Il y en a qui veulent répondre? Ils viennent 1 heure avant à la salle et ils demandent les tables pour s'échauffer. Est-ce qu'on peut leur interdire? Là, tu parles de la régionale, je suppose. Oui. Régionale, de nationale, de quoi? Alors, je vais te relire le règlement que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on voit n'importe quoi. Il y a des équipes qui viennent, on joue à 14 h, ils sont là à midi et demi, quoi. Ouais, non, je te répète le règlement. L'équipe visiteuse doit disposer de 2 tables durant 10 minutes consécutives. Il n'y a pas de chrono. C'est pas H-4, c'est pas H-3, c'est 10 minutes consécutives. Ils arrivent 1 heure avant, la salle est ouverte, ils veulent les 2 tables, ils ont le droit aux 2 tables. Non, mais est-ce qu'on peut leur interdire les tables 1 heure avant? 1 heure, parce que ça devient n'importe quoi. Et comme dit Nikita, ça dépend quelle division. Le règlement, il est régional-national. National, c'est 1 heure avant. Voilà. La salle doit être ouverte. La nationale, ils doivent venir 1 heure avant, ok. 1 heure avant. La régionale, c'est 30 minutes. La salle doit être ouverte. Voilà. D'accord? Donc voilà. Par contre, 30 minutes avant, les tables doivent être prêtes, etc. C'est pour ouvrir la salle. Ah oui, non, pas de problème. Voilà. Donc ça veut dire à partir du moment où les tables sont disposées et vérifiées, ils sont dans le droit de pouvoir permettre l'échauffement. Par contre, ce que dit Jean-Luc, c'est l'équipe visiteuse doit pouvoir disposer de 2 tables pendant 10 minutes consécutives. 10 minutes et un quart d'heure, une table. Voilà. Donc si l'équipe qui reçoit refuse de laisser les 2 tables ou une table pendant les 15 premières minutes, oui, c'est dans leur droit. Voilà, donc voilà, merci. Une équipe qui se déplace, l'accès aux tables, et ils y auront accès à ce moment-là. C'est là où vous, en tant que juge-arbitre, vous avez intérêt à bien rappeler le règlement aussi, parce que là, ça veut dire qu'on va rentrer dans le conflit. Je vois une équipe qui commence à faire la loi. Attention, rappelez le règlement, et c'est vous qui détenez le règlement. C'est ce que je disais tout à l'heure, les 15 dernières minutes, c'est une table, et vous pouvez très bien mettre les 10 minutes consécutives dans ces 15 dernières minutes. Ça veut dire que l'équipe qui se déplace, si vous voulez jouer à la guéguerre, elle a une table pendant les 10 dernières minutes et l'autre table pendant les 15 dernières minutes. Et avant, elle n'a pas de table. Alors là, vous allez rentrer dans un conflit, comme dit Eric. À vous de voir si vous voulez passer du bon temps après ou si vous voulez...
Il y a certainement un historique entre les deux équipes, je suppose. Ah, et peut-être même avec le juge arbitre. Mais vous n'étiez pas au match, à la rencontre aller, donc d'ailleurs, il n'y en a plus. Enfin voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux associations, mais je pense que vous allez avoir un juge arbitrage assez folklorique, ça c'est clair. Donc, quand il y a longtemps que vous êtes juge arbitre, bon, il y a du passif, il y a du passé surtout, et bon, bah, des histoires, il y en a, hein, et vous les connaissez, les équipes et les joueurs. Hein. Donc voilà quoi. Ah oui, il y a des... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Parce que là, il est 19h42, on a un petit peu dépassé, mais c'est dans le raisonnable, là, aujourd'hui. Les thèmes étaient aussi suffisamment clairement, en tout cas, présentés, et puis bon, les débordements étaient quand même assez limités, hein, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Si, pas de questions supplémentaires, plus d'interventions? C'est très apprécié, je t'avais dit dans le mail, c'est très très apprécié. Oui, ben, en fait, je vois, il y a plus de 115 participants, je crois, enfin en tout cas, personnes qui ont visionné la vidéo, donc la première en tout cas, donc c'est qu'à mon avis, ça... Voilà, elles sont vues. Peut-être pas intégralement, mais ce n'est pas l'objectif non plus de voir intégralement les vidéos. Surtout que là, je les ai chapitrées pour justement pouvoir en bénéficier par morceau, hein, un petit peu comme celle-là. Je pense qu'on la découpera par petits morceaux pour que vous puissiez voir uniquement la partie qui vous intéresse. Ça sera plus facile pour toi pour les remonter. Oui, exactement. Ça sera plus léger. Oui, celle-là, oui, tout à fait. Ouais, mais il s'en fout, il a la fibre. Pour la remonter. Et Eric, sur quel lien il faut aller pour visionner les premiers forums? Alors, le premier forum, c'est le forum 4. C'est le seul que j'ai mis en ligne. Que tu as mis en ligne, ouais. Les autres n'étaient pas enregistrés. Là, on les enregistre pas. Alors, tu vas sur YouTube et tu tapes de mémoire forum 4 PACA. Ouais, c'est ça. Et on tombe directement sur Tennis de Table. Ouais. Tu auras la chaîne et tu n'auras qu'un seul forum pour l'instant, quoi. Mais le 4. Tu tapes ça et tu tombes sur la chaîne avec, voilà, tu tapes forum 4 PACA, tu tombes sur la chaîne et donc à partir de là, tu as la vidéo et tu auras les prochaines qui vont apparaître. Et je pense sur le site de la Ligue, on y mettra également le lien. Par contre, ils ont fait disparaître, je ne sais pas, Nikita, tu as vu, hein? Ouais, je te l'ai dit, Eric. Hein, bon, chez nous, en 84, il y a Thomas qui l'a remis sur notre site, sur Facebook 84, donc il apparaît, le lien pour participer au forum. Mais sur le site de la PACA, il n'apparaît plus. Et là, je n'ai pas compris. Je ne sais pas qui l'a retiré. Parce que c'est François qui fait ça normalement. Comment? C'est François qui fait ça normalement. Ben oui, mais d'habitude, il ne retire pas les liens, donc c'est pour ça que je trouve assez... là, il y a une grosse partie qui a été retirée sur la PACA, en fait, si tu veux. Ah ouais? Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont disparu du début de l'année, en fait. Je crois qu'ils doivent refaire le site. Jean-Luc? Ah ben ça, on est en discussion en ce moment. Tu me redonnes je te confirme. Je peux fermer l'enregistrement.